Merci à tous. Donc, Quentin Jérémy, dirigeant de la société Ineo, basée au nord de la Vendée, au Brésil. Donc, un peu de notion de contexte. Donc, à la base, je suis garagiste automobile depuis plus de 15 ans. Et si on en est arrivé à créer Ineo, c'est qu'au début du Dieselgate, c'est des voitures truquées Volkswagen. On s'est inquiété sur l'avenir de notre profession et c'est là qu'on a converti, nous, en une coccinelle en 100% électrique qui nous a fait connaître. Et grâce à elle, j'ai eu la chance de participer à l'intégralité de la rédaction du texte qui autorise aujourd'hui la transformation de ces véhicules thermiques en électrique et hydrogène. Et donc, on a créé Ineo en avril 2019 pour séparer le développement électrique-hydrogène du garage traditionnel. Aujourd'hui, chez Ineo, c'est déjà 6 collaborateurs qui travaillent et qui développent. Et on a plutôt orienté notre stratégie sur les poids lourds et l'hydrogène. Tout simplement, c'est qu'on a mesuré qu'il y avait plus d'intérêt de convertir en premier ces véhicules qui sont très énergivores en priorité. Voilà, donc je vais vous faire juste un petit rappel sur ce qu'on a obtenu du cadre réglementaire. Donc, dans ce que j'ai vécu moi, vous voyez les logos des entités qui nous ont aidés à porter le sujet. Bien évidemment, d'autres élus du territoire français se sont impliqués, mais dans ce que j'ai vécu moi, c'est bien ceux-là qui ont participé. En particulier l'ICES, qui est l'école de droit de La Roche-sur-Yon, avec lequel on a construit et proposé des textes de loi qui ont été adoptés dans la loi d'orientation des mobilités. Et la FNA, Fédération nationale de l'automobile, que je représente depuis plus de 5 ans en tant que vice-président national chargé de l'électromobilité. Donc toujours en veille réglementaire autour des sujets et des évolutions sur les nouvelles énergies dans notre profession. Quelques points sur la réglementation pour avoir le même niveau d'information. Donc, le premier, c'est que le véhicule doit être immatriculé en France et avoir plus de 5 ans. Ça a été voulu pour éviter les conflits avec les contrats des véhicules. Par exemple, au-delà de 5 ans, on est sorti des périodes de garantie constructeur ou d'éventuelles extensions de garantie ou de contrats de leasing. L'idée, c'est d'être sorti de tous ces cadres pour ne pas être dans l'ambiguïté. Le deuxième point, c'est que le fabricant du dispositif de conversion a un statut de constructeur automobile, c'est le cas d'Ineo, et on va pouvoir nommer des installateurs habilités par nous-mêmes. Donc ça a été voulu pour soutenir l'économie des territoires. Des sociétés comme la mienne vont pouvoir développer des solutions de conversion, mais aussi former des futurs garages ou concessionnaires partenaires qui seraient capables d'installer partout sur les territoires les dispositifs pour donner de la visibilité à tous ces ateliers et à tout cet écosystème qui existe déjà. Aux yeux du gouvernement, c'est bien nous qui serons responsables de ce qu'ils vont installer. Et actuellement, nous sommes en train de construire les référentiels de formation avec la PAV pour aller assez rapidement vers la formation de tous ces nouveaux acteurs. Le point suivant, donc le dispositif de conversion reçoit un agrément de prototype par type de véhicule délivré par le CNRV, donc c'est le Centre national des réceptions des véhicules, c'est à Montlhéry. Et donc l'idée là, c'est qu'on va pouvoir faire de l'homologation par type, mais que le CNRV, c'est la même entité qui homologue les véhicules neufs. Ça veut dire que pour l'utilisateur final, on aura les mêmes critères de test et de contrôle que l'origine avant de mettre les véhicules sur la route. La particularité du rétrofit, c'est qu'on va être uniquement retesté et recontrôlé sur les parties modifiées du véhicule. On ne viendra pas remettre en cause la taille du pare-brise, des rétros, des roues, etc., mais uniquement sur les modifications apportées. Et donc, c'est de l'homologation par type, ce qui fait qu'une fois qu'on aura fait un premier type de camion, par exemple un tracteur routier Mercedes, après, on pourra le faire en série sans limite de volume, comme un constructeur. Le point suivant, on a réussi à faire modifier également un arrêté de 54 qui précise qu'on n'a pas besoin de l'accord du constructeur d'origine pour convertir les véhicules dans le cadre du rétrofit. Ça a été important pour éviter d'attendre du constructeur une autorisation qu'on sait pertinemment qu'il n'arrivera jamais. Et le point suivant, on peut convertir des véhicules de moins de 5 ans, mais dans ces cas-là, avec accord constructeur. Et c'est des discussions qu'on a aujourd'hui, nous, avec des constructeurs de poids lourds européens. Donc, des vrais sujets. Le rétrofit, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce qu'à un moment donné, il faut bien expliquer les choses. Donc, on prend un véhicule thermique, donc qui a plus de 5 ans. Donc là, dans l'occurrence, la silhouette d'un tracteur routier 44 tonnes. On retire le moteur thermique, l'échappement, les réservoirs, tout ce qui ne va plus servir en fait. Chez Ineo, on conserve la boîte de vitesse et on vient installer un moteur électrique que vous voyez en rouge à l'avant de l'essieu avant sur la silhouette, directement sur la boîte de vitesse d'origine. Ce qui fait que de l'embrayage jusqu'aux roues, l'ensemble du véhicule est strictement d'origine et donc facile à entretenir avec des coûts maîtrisés pour l'entretien. L'avantage de conserver la boîte de vitesse,
ça on l'a démontré dans nos expérimentations précédentes, c'est qu'on peut aller jusqu'à 20% d'économie d'énergie d'économiser. Il faut bien comprendre que grâce à la boîte de vitesse, quand le moteur électrique se met en marche, on profite de la démultiplication pour avoir moins de pics de courant, moins de consommation, surtout au moment du démarrage du véhicule. C'est comme le principe du vélo, hein. Si vous démarrez grand plateau, petit pignon, vous allez consommer plus d'énergie avec vos jambes que si vous profitez de la démultiplication. Et donc, une fois qu'on a intégré ce moteur électrique, donc il a la même puissance que d'origine. Hein. Le but n'était pas de faire des avions de chasse, mais bien d'avoir un véhicule identique à l'origine à faible émission. Donc, on reste à la même puissance que d'origine. Et donc, derrière, on a deux composants qui sont la gestion de l'air comprimé et de la direction assistée, qui sont importants sur les poids lourds pour gérer le freinage et forcément la direction. Et ces composants deviennent électriques maintenant, et on les intègre également, puisque d'origine, ils sont entraînés par le moteur thermique. Une fois qu'on a fait ça, et ce qu'on a développé chez Ineos, c'est un boîtier électronique avec son propre algorithme qui vient rétablir la communication dans le véhicule après transformation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré le moteur thermique avec son injection électronique, qui elle-même est pilotée par un calculateur électronique, qui lui-même, pour fonctionner, communique avec tout un tas d'autres calculateurs dans le véhicule. Nous, ce qu'on a reproduit, c'est un calculateur qui renvoie les mêmes messages qu'avant en interprétant les données du moteur électrique, ce qui fait que, pour parler moins technique, le véhicule se croit encore thermique, mais en fait, il est électrique hydrogène. Et donc ça a fait l'objet notamment de dépôts de brevets, et ça permet du coup le fonctionnement du véhicule. Et une fois qu'on en est arrivé là, on a notre véhicule électrique, il est prêt, il est opérationnel. La question est comment on lui apporte l'énergie. Et nos premières mesures sur nos premiers tests sur un 44 tonnes nous ont permis de définir qu'on aurait besoin d'un pack batterie, donc pour les 44 tonnes, 105 kWh, qu'on vient placer en rouge dans l'empattement du véhicule. Donc on vient en même temps remettre exactement en lieu et place de l'origine de la même masse de ce qu'on aura retiré. Dans les camions comme ça, vous avez 1000 litres de gasoil environ, et donc on vient réinstaller la même masse en lieu et place. Et donc ce pack batterie est là pour alimenter à l'instant T, au moment de l'accélération, toute l'énergie dont aura besoin le moteur électrique, mais également pour récupérer l'énergie de la décélération. Et derrière, pour prolonger l'autonomie, on installe une pile à combustible qui est à l'horizontale en bleu foncé, dans le tunnel sous la cabine, puisqu'on a gagné beaucoup de place. Les moteurs électriques sont beaucoup plus petits, à la puissance équivalente que d'origine. Donc cette pile à combustible vient, pour schématiser, faire le plein du pack batterie en permanence en consommant de l'hydrogène stocké sous pression au dos de la cabine dans des réservoirs à 700 bars. Dans ces véhicules-là, on embarque 40 kg d'hydrogène avec un objectif d'autonomie minimum de 400 km avec ces véhicules. Et on se retrouve avec un produit qui est très à l'aise à faire de l'urbain, du périurbain, de l'interurbain, plutôt de la courte distance de ce type. Surtout depuis que les ronds-points ont poussé comme des champignons, le fait de conserver la boîte et notre système est très à l'aise dans ces cas de figure-là. Slide suivante, pardon. Donc chez Ineo, on est au service d'un écosystème responsable. On a développé des solutions de conversion. On est aujourd'hui, comme vous le voyez sur la gauche, les deux premiers véhicules qui sont en phase de prototypage pré-série et en cours d'homologation. On travaille déjà activement à former les futurs garages partenaires avec la PAV pour écrire les référentiels de formation nationaux qui leur permettront de pouvoir apprécier cette technologie et l'intégrer dans leurs ateliers. Et on travaille également à la mise en production industrielle dès septembre 2022 sur un site identifié à La Roche-sur-Yon, c'est le site Michelin, qui a fermé ses portes il y a 2 ans, et on va revenir dans le site grâce aux équipes Michelin pour industrialiser nos dispositifs. Et donc chez Ineo, c'est également l'innovation au service de l'économie circulaire. On a développé un kit de conversion qui va être réutilisable et transférable d'un camion à un autre. On réutilise un maximum de pièces de remploi, c'est déjà des camions qui sont rendus obsolètes parce qu'ils sont diesel, et on réutilise les batteries en fin de vie, c'est ce que je vous détaille dans la slide suivante, où là, on a imaginé du côté du transporteur le modèle économique qui pourrait avoir lieu. Quand vous regardez la flotte du transporteur le vendredi soir, tous les camions sont bien alignés. La seule différence que vous allez avoir entre deux camions garés l'un à côté de l'autre, c'est l'âge des véhicules. Et donc, ce qu'on a imaginé, donc là, vous avez les flèches noires qui font de gauche à droite, c'est le temps qui s'écoule, en parallèle pour deux véhicules. Donc, le premier qui a déjà 5 ans, donc qui correspond aux définitions du texte, qu'on va pouvoir transformer, mais également dans la flotte, il y a toujours des véhicules neufs qui vont arriver, puisque pour la très longue distance, ils auront encore besoin de véhicules diesel. Donc, on imagine l'exploitation de ces deux véhicules en parallèle. Et une fois qu'on a doublé la durée de vie du premier, donc il arrive à 10 ans, donc on aura déjà gagné dans les temps d'exploitation, on viendra récupérer le système et le transférer dans celui qui arrivera en fin d'amortissement, fin de leasing.
Et ce qu'on prévoit, c'est faire 4 cycles de transfert comme ça, soit une durée d'exploitation de 20 ans du système, avec une évolution au bout de 10 ans, puisqu'en dans le même temps, on est convaincu qu'on va tous courir après le stockage d'énergie d'ici 10 ans, et on pourra se permettre de récupérer notre pack batterie dans notre véhicule, puisque ce sera plutôt la pièce d'usure, et de le réaffecter directement dans des bâtiments pour faire tourner la partie bureau en autonomie associée à du photovoltaïque. Les packs batteries de 105 kWh permettront d'alimenter les serveurs, l'informatique, les réseaux, et pourquoi pas le chauffage si c'est une aérothermie ou l'éclairage à LED, pour aller vers une indépendance énergétique de ces bâtiments. Et en même temps, les technologies de batterie vont forcément évoluer d'ici 10 ans et on pourra se permettre de faire évoluer l'autonomie du véhicule en intégrant les dernières technologies. Côté pile à combustible, on prévoit une maintenance au bout de 30 000 heures où on remplace les membranes à l'intérieur pour faire repartir la pile comme neuve. Voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur ce qu'est le rétrofit et comment on imagine un modèle économique pertinent pour les exploitants. Et je vais passer la parole à Tariel pour la suite avec DB Schenker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, peut-être plutôt après la présentation de Tariel. Merci Jérémy, oui, tu gères pour moi le passage de slide. Oui, ça roule. Merci bien, oui. Oui, donc juste pour me présenter, donc Tariel Chameroy, j'ai la responsabilité du développement durable pour DB Schenker et puis j'ai aussi la présidence de la commission développement durable de TLF, et ce qui ouvre aussi le siège au niveau de l'Union européenne auprès du CLE4, donc où j'ai la vice-présidence de cette commission développement durable qui œuvre, elle, sur les commissionnaires de transport au niveau européen. Et sur le slide d'après, Jérémy, donc on a juste une petite cartographie pour rappeler à ceux qui peut-être connaissent pas cette entreprise, DB Schenker. Donc on est transporteur, commissionnaire de transport au niveau mondial sur à peu près 2000 agences dans le monde et puis ça représente à peu près 76 000 collaborateurs, avec une forte présence au niveau du réseau routier européen et en France particulièrement, où nous sommes en fait les anciens transports joyaux, pour ceux qui se rappellent de cette marque qui a disparu maintenant il y a depuis 2015. Donc voilà, et donc nous opérons évidemment du transport maritime, donc pour à peu près 2,2 millions d'équivalents 20 pieds, 1,3 million de tonnes de fret aérien, et puis un peu plus de 100 millions d'expéditions routières, principalement en B2B. Et puis, on a 8,3 millions de tonnes d'espace, de mètres carrés, pardon, de stockage pour les aspects logistiques. Et alors, dans le slide d'après, donc tout simplement, notre enjeu, c'est cette question de logistique verte, hein, dans ce contexte de développement durable. C'est la logistique verte qui nous intéresse, la capacité d'avoir un équilibre entre les questions écologiques et les questions économiques, mais ça a été évoqué, et c'est des questions plus larges, avec évidemment l'effet majeur pour nous, la question du réchauffement climatique, puisque la mobilité est un des éléments, enfin, des contributeurs majeurs de ces questions de réchauffement climatique, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Donc Jérémy, sur le slide 10, là, on a là l'enjeu de Schenker, il est là, clairement, en termes de CO2. Donc ça, c'est les émissions de CO2 pour une entreprise comme la nôtre, Deutsche Bahn, donc, où on fait à peu près 16 millions de tonnes de CO2 et où on voit effectivement que nos gros enjeux se situent plus sur les questions aériennes, avec 34% des émissions de ces 16 millions, ou sur la partie routière, où on a 13%. Et c'est sur la partie routière qu'on peut œuvrer, parce qu'en réalité, la partie aérienne est plus complexe. On a bien démarré des questions de transition avec des énergies alternatives comme le SAF, ça avance doucement. Et puis, ce sont des carburants végétaux, donc qui ne seront pas disponibles, soit politiquement parlant, soit tout simplement économiquement parlant à court terme. Et puis, notre fret ferroviaire et notre fret maritime est plutôt vertueux en termes de décarbonation. Donc, c'est bien la route sur laquelle on a le gros enjeu. Et donc, ces 16 millions donc, transportés sur la partie française, sur le slide d'après, merci.
Mais pour la France, eh bien, on représente quand même 1 million de tonnes d'émissions de CO2 au total, avec à peu près 1400 tractions par jour sur le territoire national uniquement, 120 tractions internationales, donc qui passent les frontières, qui vont en Belgique ou jusqu'en Russie. Et puis on opère à peu près 2500 tournées de camionnage, donc c'est-à-dire de la distribution courte distance. Alors là encore, pour nous, le maritime, l'aérien, pardon, pèse lourd, hein, 41% des émissions de CO2 pour Schenker France, c'est de l'aérien. Le maritime pèse que 5%, et puis la route pèse 52%. Donc effectivement, sur ce 20 millions de tonnes, sur ce 20 millions, enfin, on a commencé à réduire. Donc on a, la route française représente 470 000 tonnes de CO2. Donc on a de quoi s'amuser, ou du moins d'essayer d'endiguer finalement nos externalités. Sur le slide d'après, je vous donne ici nos objectifs qui vont du reste être révisés, mais on avait comme objectif de réduire de 30% nos émissions à l'horizon 2020 et c'est plutôt un objectif réussi puisqu'on a réussi 32% de réduction, principalement avec de l'optimisation et peu avec des changements énergétiques. Mais pour réussir le pari à l'horizon 2030 avec moins 50%, chiffre qui sera rehaussé donc, on doit effectivement aller activer la question des énergies alternatives. Tout ça pour essayer de contribuer à cette neutralité carbone à l'horizon 2050 voulu par le Green Deal. Donc, ce qu'on veut, c'est faire une croissance neutre. On veut quand même croître, mais neutre en carbone, donc d'ici 2030. On veut sortir du diesel, du kérosène et du carburant marin, et on veut aller vers des énergies renouvelables. Et donc, l'électricité en étant une, clairement, et puis son stockage, donc sous forme hydrogène, même si effectivement les biocarburants du style gaz sont effectivement dans notre champ aussi de réflexion, sachant qu'on a tout le panel évidemment du report modal aussi pour avancer, puisque DB Schenker en France, c'est aussi ECR, donc Eurocargo Rail, donc toute la partie ferroviaire où on opère peut-être 20% du part de marché sur le territoire national, où on est capable effectivement de repositionner du flux camion en flux train. Donc voilà. Si on descend un petit peu en granularité sur les différents modes, et on va rester principalement sur le mode routier, donc avec notre base 100 donc, de calcul d'émissions de CO2 qu'on arrive à faire grâce à un outil qui s'appelle Ecotransit. Cette base 100, on a un statut donc 2019, et j'ai même le chiffre maintenant 2020 qui a été calculé, qui est arrivé à moins 25%, donc on a fait moins 25%. Notre objectif pour 2030, que sur la partie routière, est de 34%, mais je peux dire qu'il sera rehaussé à moins 50%. Le gouvernement allemand souhaite effectivement nous emmener plus loin sur cet objectif de réduction. Gouvernement allemand, par exemple, comme on est une société d'État quelque part, vu de très haut, donc on a ratifié la COP 21 et donc les politiques sont derrière, donc on a une double pression politique française et puis pression politique, on va dire, du gouvernement sur la Deutsche Bahn. Et puis il faut dire aussi que beaucoup de nos clients nous poussent aussi dans cette direction, donc la route est toute tracée, ainsi que des collaborateurs. Donc voilà. J'évacue la partie aérienne et maritime parce que je pense que ce n'est pas le cœur du sujet, mais on a les mêmes enjeux sur la partie aérienne. Quant à la partie maritime, elle est intimement liée à la route, puisque finalement, avec 10 grammes de CO2, entre 8 et 10 grammes de CO2 sur la partie maritime, pour la partie purement maritime, c'est bien l'enjeu des pré- et post-acheminements qui nous inquiètent et qui sont, eux, faits soit par voie routière, soit par voie ferroviaire ou fluviale, et donc fluviale. Donc voilà, le maritime est un enjeu en réalité très, très routier. Sur le slide d'après, quelques éléments sur lesquels on arrive à avancer. Je ne vais pas vous décrire tout ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a un outil clé sur lequel on a une capacité d'action, c'est Ecotransit, outil
on va dire de modélisation des émissions de CO2, qui nous permet effectivement de répondre au Grenelle du Grenelle de 2013, c'est-à-dire l'obligation de produire des rapports CO2 à nos clients, et qui permet de modéliser, et plus que de modéliser, de cartographier l'ensemble de nos flux à l'expédition, et d'en tirer le CO2, les CO2e et les particules, et donc d'avoir un suivi sur cette partie-là. Après, sur le dernier slide, parce que je vois que le temps passe, c'est pas toujours facile d'être en dernier du reste. Voilà notre vision, et vision qu'on partage avec TLF. C'est un travail qu'on a fait collectivement au sein de TLF sur comment on voit effectivement le futur de la mobilité de fret entre les différents types d'usages, hein, qui peuvent être donc l'hypercentre, l'urbain, le régional ou la longue distance. On a donc aujourd'hui principalement du B7 comme carburant. On voit l'avènement de certains autres carburants qui arrivent doucement, dont l'électricité, le GNV et le B100. On pense effectivement qu'à terme, la courte distance, l'hypercentre sera dominée effectivement par l'électricité, avec des véhicules plus ou moins petits, je précise. Plus ils sont gros, mieux c'est. La mobilité très douce, vélo électrique ou à pied avec des chariots aussi. Donc on voit clairement s'imposer cette solution pour l'hypercentre. L'urbain aura certainement une vision aussi qui sera très électrique, avec une ouverture vers le gaz et le biogaz, et puis l'avènement à terme aussi de l'hydrogène, gris d'abord ou bleu, puis vert. Sur la partie régionale, à terme aussi une présence plus claire de biocarburants tels que le B100, le bio-GNV, et puis l'hydrogène et évidemment l'électricité aussi, sachant que à plus long terme résistera certainement donc que des carburants, on va dire bio, l'électricité et l'hydrogène plutôt vert. Et puis sur la longue distance, c'est là qu'on aura certainement plus de difficultés de voir apparaître la partie électricité. Néanmoins, l'hydrogène sera au rendez-vous. L'électricité serait probablement présent principalement avec des corridors électriques, et puis donc de longue distance avec des biocarburants, des biogaz et de l'hydrogène au rendez-vous qui grossissent. Donc voilà très rapidement dit la vision qu'on en a donc au sein de TLF. C'est un document que vous retrouvez ici sur Terre TLF, qui permettent d'avoir un grand nombre d'informations sur les questions de transition. Tu peux le passer, ce slide, peut-être, Jérémy, parce que je vais aller tout de suite à la question de l'écosystème. Écosystème, donc, ça a été le terme de référence ces derniers temps, durant toute la discussion ou la table ronde. Et effectivement, il faut du monde pour arriver à faire aboutir ce style de solution. Il faut des chargeurs volontaristes qui veulent effectivement décarboner leur transport. En réalité, nous, en tant que transporteurs, on n'est qu'un moyen. On ne pollue pas en soi. On pollue du fait que certains chargeurs nous demandent de transporter, mais on est effectivement un contributeur majeur. Transporteurs, énergéticiens, évidemment, clés dans tout le dispositif, avec leur capacité, effectivement, et on le voit, hein, les appels à projets sont intimement liés à la question des infrastructures et de la production énergétique. On a la chance en France d'en avoir quelques beaux et en France, et qui rayonnent. La partie constructeur, et je mets dedans les rétrofiteurs, donc tels que Ineo, et c'est Ineo ici avec qui on veut monter effectivement, et on monte une partie de notre programme. Les constructeurs établis ne sont pas encore au rendez-vous. Les premiers véhicules sont soit sur des territoires pas en France, soit en prévision 2025, mais je pense que vous avez eu des travaux en la matière, et donc on pense effectivement que le rétrofit est un vrai moyen d'avancer un petit peu plus vite, et sera certainement pérenne aussi dans une question, et Jérémy l'a bien évoqué, d'économie circulaire.
Ensuite, il faut des financeurs, financeurs privés ou des financeurs d'État, et ça a été évoqué. Et puis évidemment, le dernier pavé, qui est toute la partie on va dire des collectivités locales qui nous emmènent. Donc voilà, je pense qu'on est, nous, dans ce scénario où, que Mark Twain disait, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. On est un peu dans cette situation et on expérimente grandeur nature. Voilà ce qui conclut mon intervention. Merci. Peut-être pour compléter aussi, un grand merci aussi à l'ADEME qui a sorti il y a quelques jours une étude qui intègre le rétrofit dans le cycle de vie des poids lourds électriques déjà. Donc, je vous invite à la retrouver, à la lire. C'est très intéressant et ça démontre bien que dans le cycle de vie, le rétrofit a également un fort intérêt. Voilà, donc merci à eux également. Absolument. Merci à tous les deux. Est-ce que voilà, il y a des questions, des interrogations, voilà, ça appelle des commentaires chez les uns, chez les autres. Moi, j'avais une question peut-être côté pour Tariel, c'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui DB Schenker prend en main le sujet, ou en tout cas met une pièce pour voir, pour innover, regarder, Ouais. qu'est-ce qui a déclenché en fait cette… parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a peu de stations, il y a peu d'offres de véhicules, il y a… Enfin, voilà, c'est un… Oui. Je pense qu'il y a… Alors, on a testé beaucoup de choses, mais on se rend compte effectivement que nous ne passerons pas le cap de nos ambitions si nous ne changeons pas d'énergie. Et quand on commence à creuser la question des énergies, l'hydrogène vert remonte très, très rapidement sur la partie longue distance, indéniablement. C'est la première réponse. Deuxième élément, il y a un client qui nous accompagne. Et puis après, c'est la question de l'écosystème. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un client, on va chercher, on va dire, les fournisseurs. Et quand on creuse les fournisseurs, on rencontre les énergéticiens, on rencontre les rétrofiteurs et on rencontre des contributeurs financiers et des collectivités locales. Et on crée un écosystème. Et puis, il se crée un peu naturellement comme ça. Mais il y a au départ une volonté, parce que les tractions que nous allons mettre en place donc, en véhicules hydrogène sont à 50% ou à 60% opérés par notre client chargeur et seront à 50 et à 40% donc, traités avec de la messagerie nationale. Hein. Donc, nous opérerons donc un flux aller avec un chargeur unique et puis un flux retour avec avec des chargeurs contributeurs dans de la massification, dans du groupage, ce qu'on appelle de la messagerie en France. Donc effectivement, on fait notre code-part. Mais c'est vrai que l'impulsion vient spontanément en fait de deux chargeurs, si on peut dire, Schenker en tant que chargeur et notre client chargeur direct. Dans un souci clairement d'expérimenter, de dire est-ce que ça marche, hein, une aventure, hein, Mark Twain, et puis aussi de voir le modèle économique et de bien aller au fond de la question du modèle économique, de ce fameux TCO, qui, quand on commence à creuser, est de plus en plus pertinent. Alors, évidemment, le camion coûte cher, évidemment, l'énergie coûte très cher, mais il y a les aides de l'État qui viennent aider, il y a l'amortissement, la durée d'amortissement qui viennent nous aider. Il y a la question de l'économie circulaire, même si on n'a pas encore toute la compréhension de comment on va réutiliser. Enfin, comment, c'est simple de le dire sur papier ou sur slide. Quand on sera, j'aime bien Jérémy, hein, les mains dans le cambouis en train et il n'y a pas trop de cambouis là justement, mais les mains dans le moteur pour aller bouger les choses et rebouger le pack batterie sur un autre camion qui aura lui-même 5 ans. Voilà, c'est tout ça. Et donc, on pense effectivement que, et l'analyse de l'ADEME le démontre, que l'économie circulaire est un élément clé et on pourrait imaginer avoir effectivement ces véhicules sur des durées bien plus longues que les durées qu'on a aujourd'hui de 6 ans. Donc là, on a un feu vert de la part de notre direction en Allemagne de les emmener jusqu'à 10 ans, mais je suis assez convaincu qu'on passera les 10 ans. Et donc ça change complètement la donne du TCO. Et ça, c'est capital. D'accord, donc c'est vraiment effectivement une nouvelle manière de voir même de voir le TCO, en tout cas sur le modèle économique à inventer, quoi. Absolument, absolument. C'est la question. En fait, on est en train de parler quand même de l'obsolescence programmée.
même si dans les véhicules, on les tire loin, on les fait travailler beaucoup, etc. On n'est pas, mais on doit pouvoir aller plus loin. Et ça, alors évidemment, accompagné par une production énergétique plus basse et une baisse des prix de l'hydrogène qui va falloir. Évidemment aussi sur de l'achat de masse, Jérémy en parlerait mieux que moi, mais tout ça doit effectivement tendre vers un équilibre économique qui sera pertinent pour la mobilité. Généralement, on n'a jamais trop vu les prix du transport vraiment augmenter. C'est depuis que je suis dans la carrière, ça fait 30 ans, malheureusement. Okay. Et question qui fâche, parce qu'on on comprend bien que c'est les modèles économiques, donc c'est compliqué de comparer. Enfin, je pense qu'il faut vraiment comparer à périmètre constant. Mais aujourd'hui, le coût d'un rétrofit, Alors, ça, c'est toujours la bonne question qu'on se garde pour la fin. Donc, concrètement, si on prend en référence ce qui se fait aujourd'hui, vous avez peut-être connaissance, il y a eu des Hyundai qui ont été livrés en Suisse à 800 000 € hors taxe pièce fin 2019. Donc, autant dire que là, l'acquisition de ce type de véhicule pour un transporteur est assez compliqué, surtout que selon les règles fiscales en France, on est sur de l'amortissement de 3 à 5 ans. Et donc, nous, ce qu'on propose en rétrofit, alors aujourd'hui, on est encore en phase artisanale. Alors, on n'a pas encore passé la phase industrielle, mais c'est bien l'objectif de réduire les coûts, de passer le plus rapidement possible en phase industrielle. On est à plus de 500 000 € pour convertir un 44 tonnes. Donc déjà un camion plus gros que le Hyundai, avec la même autonomie, mais on est à plus de 500 000 € unitaires. Mais dans ce coût, vous avez déjà 70% du coût, c'est le stockage d'énergie. Donc finalement, le rétrofit en lui-même ne coûte pas très cher. Le moteur électrique, ce n'est pas le sujet, mais c'est bien cette notion de stockage d'énergie. Donc on s'évertue justement à écouter les usages et à bien dimensionner ce besoin énergétique pour réduire ses coûts et que de ne pas surcharger le stockage d'énergie s'il n'y en a pas besoin. Ça ne sert à rien de mettre 30 réservoirs d'hydrogène si 5 suffisent, quoi. On est bien là dans l'idée d'optimiser également, dès la jeunesse de la transformation des véhicules, un produit adapté à l'usage et pas surdimensionné. Ça réduit fortement les coûts. Et en même temps, le fait de passer en phase industrielle, nous, on vise à être autour des... Pour les tracteurs routiers, on serait autour des 400-450 000 €. Donc, on vise à être à vitesse de croisière à 50% de l'équivalent en neuf, mais avec un amortissement plus long, cette possibilité de transférer le système, etc. Donc, on change carrément la donne. Il faut comprendre aussi que l'investissement dans un dispositif de rétrofit, c'est un équipement et plus un véhicule. Du coup, c'est déjà de l'amortissement entre 7 à 10 ans. Donc, quand on commence déjà à réduire les coûts par rapport au neuf, mais en même temps l'amortir sur plus longtemps, la logique économique commence à apparaître et il faut peaufiner, encore travailler tout ça avec le monde de la finance, les propositions en LLD ou tout ce qui va pouvoir être fait en leasing pour pouvoir justement rendre tout ça intéressant. Et on s'est rendu compte avec notre logique justement de transformer le système, c'est qu'avec tous ces acteurs, on va peut-être pouvoir rendre accessible le plus tôt possible cette technologie à tous ceux qui les utilisent. Donc c'est vraiment une idée un peu farfelue au départ, mais qui prend son sens au fil de la pose des chiffres. Ok, donc c'est vraiment des choses à construire. Et du coup, sur votre idée à tous les deux, à quelle échéance on pourrait voir rouler ce projet? Là, on attend les derniers. On est lauréat donc de l'appel à projet de décembre. On attend la dernière confirmation de l'ADEME sur la partie financement, qui devrait arriver là dans les jours, j'allais dire. Dans les heures, dans les jours qui arrivent. Ça lance la partie financement donc du côté Schenker auprès d'Ineo. On a tout construit donc pour monter ça. Ensuite, on a les véhicules et puis et après commence le travail. Et là, je te laisse la parole, Jérémy. On commence le travail de la transformation et de l'UTAC, ou du moins de l'homologation. Merci. Oui, donc il est vrai, oui, pour les premiers de série, donc on va débuter dans le mois qui vient ou les 2 mois qui viennent la transformation des véhicules, mais derrière, pour les premiers de série, on a du temps d'homologation, donc on a un an et demi en tout entre le début de la conception et l'homologation des véhicules. Donc on va essayer de réduire tout ça déjà par rapport aux premières expérimentations, aux premiers tracteurs routiers qui vont être homologués dès cette année, ceux qui sont déjà construits. On va essayer d'optimiser ce temps d'homologation et on espère à l'objectif
dans un an, se retrouver et mettre en service en Île-de-France ces véhicules pour fin 2022 pour prendre du service. Ce qu'il faut dire, Jérémy, hein, c'est que quand un type de véhicule et une marque est homologué, il n'y a plus besoin de refaire. Donc, c'est-à-dire que ce temps-là, on le fait une fois. Hein. Et puis après, on pourra faire en série, du coup, toute la flotte des Schenker. Peut-être pas tout, mais une partie. Mais ça va tendre vers l'harmonisation de la flotte, effectivement. Oui. Ouais, on va pouvoir vraiment accélérer justement à la fin de ces premières expérimentations. On prévoit sur notre site industriel, il nous faudra 1 mois pour des véhicules déjà homologués pour les transformer. Donc, on va pouvoir prendre aussi une petite accélération de la transition énergétique dans le monde du transport urbain. Oui. OK. Est-ce que, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, Oui, Philippe Gicchio, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, Philippe. Ouais, Philippe Gicchio, donc moi je suis gestionnaire de flotte chez Veolia à Bretagne. J'avais une question sur le rétrofit. Jusqu'à quelle génération de véhicules Euro 3, Euro 4 le rétrofit est-il inenvisageable? Alors, du coup, techniquement, l'idéal, c'est à partir de 2000 jusqu'à maintenant. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les harmonisations de la communication BusCAN dans le véhicule et qu'on commençait à apparaître les prises FMS pour faire remonter les données de consommation, etc., par télémétrie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu de la standardisation. Donc, à partir de 2000, c'est cohérent. Par contre, d'un point de vue économique, ça prend du sens plutôt d'équiper des véhicules qui sont à mi-vie pour les exploiter un peu plus longtemps, plutôt que des véhicules qui sont déjà trop vieux, où là, la réalité économique sera peut-être un peu plus compliquée. Il faut mieux, comme dans l'exemple, se dire on transforme du 5, 6, 7, 8 ou 10 ans, et pour qu'il fasse en fait 6, 8 ou 10 ans en électrique hydrogène derrière, plutôt que commencer sur un véhicule qui a déjà 20 ans, où ça va être peut-être un peu plus délicat de l'emmener à 30 ans, notamment peut-être pour de la disponibilité de pièces de rechange ou des choses comme ça, qui peuvent être un peu plus compliquées. Et aussi pour les questions d'homologation, homologuer un Midlum de 2000 sera peut-être moins pertinent, ou les midliners, les générations d'avant, sera peut-être pas très intéressante parce que le volume derrière sera pas assez conséquent pour amortir les coûts d'homologation. Donc, il est plus pertinent d'aller dans la masse et le volume actuel. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais vous parlez. Oui, très bien. Quel véhicule? Très bien. Et j'avais une autre question sur le poids de l'ensemble par rapport à un poids lourd diesel, par exemple, que vous rétrofitez. Alors, Est-ce sur les que, oui. ouais. Est-ce qu'il y a justement il y a des contraintes de poids derrière? Alors, sur les 44 tonnes, on est très très proche du poids vide d'origine. Et donc, on n'a pas de sujet là-dessus. Sur les véhicules spéciaux, donc je vois Veolia, donc peut-être la collecte des déchets ou les véhicules en pyrrole pour la collecte, le ramassage d'ébène. Donc là, on n'a pas encore fait d'expérimentation et on est prêt, on a des choses dans les cartons et on est prêt justement à avoir d'autres partenaires nous lançant l'expérimentation pour dimensionner le besoin énergétique. Et en fait, une fois qu'on aura intégré le moteur électrique et tout l'équipement, mis en service le véhicule, on sera capable de vous dire, ben voilà, il va consommer X kilowatts pour l'usage que vous nous avez évoqué. Ça correspond à X taille de batterie plus X puissance de pile et nombre de réservoirs d'hydrogène. Par contre, soit on arrive dans le point vide, au proche de poids vide à la fin et en égaux. Par contre, soit si on dépasse, on va vous dire, on va dépasser le poids vide. Donc, si on doit enlever un réservoir d'hydrogène, qu'est-ce que ça implique pour vous et comment on peut réfléchir à modifier légèrement l'usage pour que l'état actuel des technologies permette de rendre ça accessible. C'est tout cet état de réflexion sur les premières expérimentations un peu spécifiques, telles que les porteurs avec des besoins d'énergie en particulier. On va travailler dans les prochains mois.